Une question de Léo Baptier. Bonjour Monsieur Asselineau, pourquoi souhaitez-vous rendre aux régions le statut d'avant la loi de 1982 sur la décentralisation et donc refaire des régions des établissements publics? Quelles conséquences cela aurait sur les compétences des régions, sur le conseil régional et sur le fonctionnement de la France décentralisée? Et cela empêcherait-il la menace des mouvements indépendantistes? Alors la question qui m'a été posée, je renvoie à ma conférence qui s'appelle les Eurorégions, que je vais résumer en 2 minutes. Je rappelle que dans la France d'Ancien Régime, il y avait des provinces. La France avait été constituée par nos rois, notamment par les Capétiens, pendant 900 ans, entre 987, l'accession de Hugues Capet au trône de France à Noyon, jusqu'en 1848, la chute de Louis-Philippe, le dernier des rois français. On a eu quasiment 900 ans de 850 ans de rois qui ont constitué progressivement la France, l'ensemble national. Et cette France, elle était constituée jusqu'en 1790, elle était constituée de provinces. De provinces, certaines étaient toutes petites comme l'Aunis, la Saintonge, d'autres étaient très grandes comme la Bretagne, le Languedoc, la Lorraine. Dans chacune de ces provinces, il y avait des parlements de province, il y avait des lois spécifiques à la province, ce que l'on appelait des lois privées, des privilèges, les privilèges. Il y avait des poids et mesures différents. On n'avait pas la même livre, le poids à Rouen ou à Toulouse. Voilà, c'était une France qui était éclatée en une myriade, pas une myriade, mais quand même en beaucoup d'entités totalement différentes. D'ailleurs, chacune ayant souvent le peuple parlant un patois, parlant pas la langue française ayant été codifiée, notamment sous Louis XIV, au grand siècle, et ayant été la langue de l'aristocratie et puis de la haute bourgeoisie qui lui permettait de se distancier du peuple. C'était ça, la langue française, alors qu'on aimait bien que les peuples continuent à parler des langues régionales, comme on dirait maintenant, ou des patois locaux. En 1790, la Révolution française a été une révolution égalitariste, puisque les Français sont un peuple égalitariste fondamentalement, à la différence d'autres peuples. Je vous renvoie aux brillantes analyses d'Emmanuel Todd. Donc, lorsqu'il y a eu en 1790 la Révolution, il a été décidé en janvier ou février de supprimer toutes les provinces et de créer 83 à l'époque départements qui auraient à peu près la même taille, pas tout à fait, mais à peu près, une taille qui permettait d'aller au chef-lieu à cheval depuis le coin le plus éloigné du département et retour en une journée, et que ces 83 départements seraient désormais le maillage administratif de la France. Et à l'intérieur de chacun de ces départements, tous les Français seraient désormais égaux en droits et en devoirs. Ils auraient d'ailleurs, c'est le moment où on va adopter le système métrique, la même unité de lieu, de temps, de poids, etc. On va adopter le kilogramme, on va adopter le mètre, etc. pour que, à travers tout ce qui est le royaume, puisqu'en 1790, la France est encore un royaume, elle le sera jusqu'en 1793, qu'à travers tout le royaume ainsi régénéré, on n'ait plus les privilèges des uns et des autres, etc., et que l'on fasse triompher l'égalité du peuple français, qui d'ailleurs se reconnaîtra le 14 juillet 1790, pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, en un seul et même peuple. Un peuple, c'est ce qu'on appelle la fête de la Fédération. Alors ça, ce découpage administratif français, en fait, a parfaitement convenu au peuple français. C'était une gageure, c'était un truc incroyable de supprimer des provinces qui avaient des siècles d'âge. Ça a correspondu au peuple français parce que le législateur, à l'époque, a créé les communes, qui a repris les paroisses d'Ancien Régime. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de petites communes en France qui portent le nom d'un saint. Saint-Denis, Sainte-Geneviève, Saint-Louis, etc. Vous en trouvez à travers toute la France. Donc, il y avait l'État, le royaume, à partir de 1793, à partir du 21 septembre, la République française, les départements et les communes. Et ce système-là a très très bien convenu à la France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'était comme ça que ça marchait. Et on ne peut pas dire que ça a été un handicap à la croissance de l'économie française, puisque je rappelle que l'économie française a eu des hauts et des bas au long du XIXe siècle, c'est le moins que l'on puisse dire,
Mais notamment sous le Second Empire, notamment l'Empire dit libéral, à partir de 1860. L'Empire où les frères Pereire vont créer la grande industrie, la grande banque, où il va y avoir les grands travaux pharaoniques du baron Haussmann. Et ensuite, sous la Troisième République, où on va avoir la belle époque qui va arriver avec des forts taux de croissance, tout ceci se déroule avec le canevas administratif que je dis. Et c'est en 1940 ou 41 que Pétain a recréé les provinces sous forme de régions. C'est Pétain qui est revenu à ce système, un peu par nostalgie d'Ancien Régime. C'est Pétain qui, notamment, a créé la région Bretagne sans le département de la Loire-Atlantique. Parce que Pétain, qui faisait ça pour donner du grain à moudre à tous les collabos des nazis, qui, comme aujourd'hui, les partisans de l'Europe, puisque le projet de l'Allemagne hitlérienne, c'était bien une nouvelle Europe sans frontières, eh bien, à l'époque, les partisans de cette opération voulaient militer pour le renouveau des langues régionales et voulaient militer pour le retour nostalgique aux provinces d'antan pour lutter contre l'État centralisateur, l'État républicain. État républicain dont je me permets au passage de souligner, puisqu'il faut être exhaustif dans l'histoire, que les fameux hussards noirs de la République, c'est-à-dire les instituteurs qu'ont connus nos grands-parents ou arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, ça dépend de l'âge que vous avez, ces instituteurs de la Troisième République ont eu à cœur d'enseigner la langue française à tous les Français, parfois de façon avec des brimades et très maladroites, ça c'est tout à fait exact, et assez scandaleux. Mais l'objectif qui était recherché n'était pas un objectif mauvais. C'était un objectif qui consistait à dire la République, tous les Français doivent être égaux, et donc il faut que tous les Français, même les plus humbles, puissent parler la langue française, qui est la langue des aristocrates et de la haute bourgeoisie, pour que tous les Français, même les plus humbles, puissent un jour arriver en haut de la pyramide sociale. C'est d'ailleurs exactement le parcours de Georges Pompidou, dont qui était issu de paysans à la troisième ou deuxième génération et fils d'instituteurs, et qui était devenu président de la République. C'est l'idéal républicain. Donc il faut bien comprendre cela, parce que souvent on nous explique que l'imposition de la langue française a été mal perçue. C'est vrai dans certains cas, mais l'objectif des gens qui étaient derrière, c'était pas nécessairement de tuer les cultures locales, c'était fondamentalement un objectif d'émancipation pour permettre à chaque Français, un jour, de devenir ministre, député, sénateur, président de la République, chercheur, savant, voilà, parce qu'on leur offrait une culture universelle. Notez bien d'ailleurs qu'à notre époque, l'aristocratie et la bourgeoisie française, la haute bourgeoisie, ont trouvé un nouveau moyen de se dissocier du peuple, c'est de parler l'anglo-américain. Et désormais, la nouvelle césure, parce que maintenant tout le monde en France parle le français, ce qui fait la nouvelle césure sociale, pour parler comme quelqu'un comme Bourdieu, c'est ceux qui maîtrisent parfaitement bien l'anglo-américain et les autres. C'est pas pour rien que Emmanuel Macron, qui a été élu, porté à l'Élysée par une conjuration de l'oligarchie euro-atlantiste, des grandes banques, des grands médias, Macron qui en définitive il se cache à peine d'avoir du mépris pour le peuple français. On a une liste impressionnante de déclarations scandaleuses qu'il a pu faire contre le peuple français, qui est fainéant, qui boit trop, qui fait ci, qui fait ça, qui travaille pas. Eh bien, c'est pas pour rien que Macron se délecte à parler en anglo-américain et à courir comme un toutou derrière le président des États-Unis, comme il nous en a infligé le spectacle épouvantable. Hier, à la Maison-Blanche, on a eu cette scène absolument inimaginable du temps de Charles de Gaulle, ou même de Georges Pompidou, ou même de Giscard et de Mitterrand, d'avoir un président des États-Unis qui tire le président de la République française comme un caniche, et ensuite qui lui brosse la veste parce qu'il y a des pellicules. Enfin, c'est dingue, quoi. On serait cru dans je sais pas quoi, dans une espèce de concours, un concours canin. Voilà, et le président Trump, il a son caniche, là, voilà, dans une espèce de cabine de toilettage. Il nettoie le caniche en disant, voilà, maintenant il est parfait, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'il a dit. Alors j'en reviens à mon propos. C'est Pétain qui a créé les régions, notamment sous l'influence hitlérienne.
puisque l'objectif de l'Allemagne, de l'Angleterre, l'objectif des grandes forces encadrant la France a toujours été de mettre sur pied cette stratégie qui s'appelle divide and conquer, divide ut regnare, disaient les anciens Romains, diviser pour régner. La France, telle que nous l'a laissée la Révolution française et les républiques et la Troisième République, était une force extrêmement solide, parce que fondée sur l'égalité entre les citoyens et que ça correspond à ce que veut le peuple français. Donc c'était une force très très solide. On l'a vu lors des coups de boutoir de la Première Guerre mondiale, où la France a tenu le choc. C'était déjà moins vrai sous la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, mais ensuite, Pétain s'est empressé de créer ce genre de truc. À la fin de la Libération, les régions créées par Pétain ont été supprimées par le Conseil national de la Résistance. Et il a fallu attendre Georges Pompidou, en 1972, pour voir réapparaître des régions sous forme minimaliste d'établissements publics régionaux. Pourquoi Pompidou l'a-t-il fait? Parce qu'il y avait des pressions, parce qu'il y avait des quantités de gens qui disaient la France est trop centralisée. Quelqu'un comme Alain Peyrefitte, par exemple, qui était un fidèle du général de Gaulle, avait écrit un livre qui s'appelle Le mal français. J'en parle un petit peu en connaissance de cause parce que j'avais 14 ans ou 15 ans. J'étais allé une fois, je m'intéressais déjà à la politique et à la France, et j'étais allé voir Alain Peyrefitte qui dédicaçait cet ouvrage. J'ai chez moi cet ouvrage, Le mal français, que Alain Peyrefitte m'a dédicacé il y a peut-être 40 et quelques années. Donc dans cet ouvrage, on explique que la France est beaucoup trop centralisée, qu'il faut décentraliser. C'était porté par les médias qui disaient ça, mais qui étaient... ils avaient quelque chose à l'esprit derrière. C'est toujours d'affaiblir l'unité française. Alors Pompidou, qui était quand même très précautionneux, d'abord vous noterez que De Gaulle ne l'avait pas fait. De Gaulle s'était refusé à faire ça, même s'il avait lancé ça dans le référendum de 69, mais c'était un référendum dont il savait qu'il allait le perdre, il l'avait fait pour le perdre, d'une certaine façon c'était peut-être pour enterrer le projet. En attendant, Georges Pompidou, en 72, crée des établissements publics régionaux. Jusqu'alors, c'était quoi les établissements publics régionaux? C'était des entités administratives où il y avait quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui faisaient de la coordination administrative entre les départements, par exemple pour des grands projets d'infrastructure. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'avec Mitterrand, on a transformé toutes les collectivités locales, et notamment donc les régions, on a transformé les régions en collectivités locales de plein exercice, et on a procédé à la décentralisation. Ça veut dire que les régions, d'un seul coup, sont devenues des entités avec un conseil régional, avec des dizaines de conseillers régionaux, avec un président, un vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, avec des voitures de fonction, avec des sièges en cuir chauffant, tableaux de bord en loupe d'or, chacun leur bureau, chacun leur chef de cabinet, directeur de cabinet, etc., etc. Et puis toute structure administrative essaie de justifier de son intérêt, de sa justification. Donc, elle se trouve des choses à faire. Et donc, on a vu grimper les impôts locaux. On parle beaucoup des prélèvements obligatoires en France qui sont excessifs. Mais on oublie de dire que la part la plus importante des prélèvements obligatoires n'est plus l'État, n'est pas l'État. Les prélèvements obligatoires demandés par l'État sont restés assez identiques. En revanche, il y a de plus en plus de prélèvements obligatoires qui sont allés directement à ces entités décentralisées que sont les régions, les communes, enfin les départements et les communes. Donc, rappelez-vous l'architecture qu'il y avait à la Révolution, le royaume puis la République en 1, les départements en 2, les communes en 3. À partir de 1972, on a eu la République, les régions, les départements, les communes. À partir de 1992, on a ajouté l'Union européenne. Enfin, déjà, dès 1979, il y avait le Parlement européen au suffrage universel. De telle sorte qu'on s'est retrouvé en 92 avec l'Europe, la France, les régions, les départements, les communes. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, on a ajouté entre les communes et les départements les intercommunalités. Bref, plus personne n'y comprend rien. Au total, ça fait là-dedans une espèce de de mélange administratif. On ne sait plus qui fait quoi, et ça coûte énormément d'argent aux Français, aux contribuables français, aux chefs d'entreprise, aux petits commerçants, aux artisans, aux entreprises libérales.
Donc, le projet que moi j'avais développé pendant la présidentielle, c'était d'en revenir à la simplicité de bon goût et qui avait montré son efficacité. Puisque je rappelle qu'en 1972, la France a un taux de croissance de 5,6%. Excusez du peu. Donc, ça n'était en tout cas pas contraire à la croissance économique. Donc, ce que j'avais dit, c'était d'abord, on sort de l'Union européenne. Donc déjà, ça nous fait économiser au minimum 9 milliards d'euros. Ça nous supprime 79 députés européens, ça nous supprime tous les transferts de fonds vers la Commission, la Cour de justice, les parlements, les États, les pays de l'Est, les fonds de mise à niveau et toute la politique étrangère de l'Union européenne. Donc déjà, ça nous économise de l'argent. Deuxièmement, les régions, on en revient à une vision minimaliste, c'est-à-dire qu'on supprime des centaines, même des milliers de postes de conseillers régionaux qui n'existaient pas avant 72, on se portait très bien sans eux. On supprime des postes de conseillers régionaux, on en revient à une petite structure administrative qui fait de la coordination interdépartementale, par exemple pour des grands projets d'infrastructure. Donc la réponse à la question de l'internaute, c'est que s'il y a des projets de grandes infrastructures qui débordent sur plusieurs départements, eh bien la région sera là pour coordonner les départements. Voilà. Alors il ne s'agit pas de revenir sur les libertés qui ont été accordées aux collectivités locales. C'est vrai que la France des années 50 et 60 était sans doute trop centralisée. Il y a des gens qui me reprochent d'être trop jacobin. Non, je le suis un peu, mais pas trop. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, c'est normal que les départements et que les communes puissent se gérer librement. Il faudrait quand même veiller à ce qu'elles ne fassent pas trop de bêtises. C'est d'ailleurs le rôle du préfet dans chaque département que dit veiller. Mais il faut, à mon avis, supprimer l'échelon superfétatoire de l'Union européenne et des régions. J'avais chiffré, avec un certain nombre de postes de députés et de sénateurs, j'avais chiffré lors du programme présidentiel qu'on pouvait ainsi supprimer, je ne me rappelle plus le nombre très précis, mais c'était quelque chose comme 4480 mandats électoraux. Ça fait des économies absolument colossales pour la collectivité française. Ça fait encore des milliards d'euros, excusez-moi, les francs, ça sera pour plus tard, des milliards d'euros d'économies venant avec les milliards d'euros d'économies de la sortie de l'Union européenne. Et puis, dernier point, mais qui n'est pas le moindre, et je remercie l'internaute d'avoir souligné cet aspect des choses, c'est que ceux qui ont créé les régions, ils ont une idée derrière la tête, que je suis le seul candidat à avoir souligné pendant l'élection présidentielle, que je suis toujours d'ailleurs le seul sur lequel je tire la sonnette d'alarme. L'idée derrière la tête, c'est la dislocation de l'unité nationale avec la politique des eurorégions. Regardez ce qui se passe en Catalogne, regardez ce qui se passe en Écosse, regardez ce qui se passe dans les Flandres, en Belgique, regardez ce qui se passe en Corse, et peut-être demain en Languedoc, en Occitanie, comme on dit maintenant, ou en Bretagne. Il y a une volonté délibérée de dissoudre la République française pour qu'à terme on ait les États-Unis d'Europe, puis les régions qui est à peu près la taille des États de la côte est des États-Unis ou les Länder allemands, et puis ensuite des espèces de d'intercommunalité qui est la taille des comtés américains. J'ai été le seul à le dire, je l'ai dit depuis plus d'un an, depuis même plus de 2 ou 3 ans, je persiste à le dire. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris sur la politique qui est actuellement menée de façon subreptice dans le dos du peuple français.